bonjour à tous, bienvenue dans 1000 pays pour demain, bienvenue dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes aujourd'hui à Marseille, deuxième ville du pays en nombre d'habitants, juste après Paris, sa grande rivale sur les terrains de football. Marseille, une ville aux multiples facettes, aux multiples cultures, poumon économique du département avec son grand port de commerce ouvert sur le monde et sa métropole dynamique et attractive. Car au-delà du transport maritime, petites, moyennes et grandes entreprises se bousculent pour investir et s'implanter ici. Airbus Hélicoptère, par exemple, a son siège à Marignane, pas très loin d'ici, mais vous pourrez aussi trouver Haribo, Pernod Ricard France, Adelia, Total Energy et beaucoup d'autres encore. Ça, c'est pour les multinationales. Mais bien sûr, vous trouverez dans les Bouches-du-Rhône de plus petits entrepreneurs et c'est à eux qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Ils sont inventifs, audacieux, innovants et eux aussi font rayonner le patrimoine économique local. On les découvre dans un instant avec un sénateur pour qui Marseille a été une terre d'accueil après ses premières années de vie en Algérie. 1000 pays pour demain dans les Bouches-du-Rhône, c'est parti. Bonjour Guy Benaroche, merci de nous accueillir sur vos terres, ici dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes sénateur écologiste, secrétaire du Sénat, vice-président de la Commission des lois et vous avez eu envie de faire cette émission dans ce lieu très atypique. Nous sommes ici dans le Tiers Lab des transitions. On a choisi de faire l'émission en extérieur, le beau temps nous le permettait. Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Ce lieu, c'est pas anodin. D'abord parce qu'on est à Marseille et dans un endroit particulier de Marseille, y compris le jardin où nous sommes, qui est un jardin très méditerranéen. Voilà, par la température qu'il fait aujourd'hui, il fait chaud mais avec un peu de vent. Voilà. Mais en dehors de ça, ça a un sens. Et le sens de ce lieu, en fait, c'est que c'est un lieu où les entreprises qui sont là, les gens qui arrivent ici, sont centrés sur les transitions. La transition écologique et environnementale, la transition sociale, la transition économique, donc les nouvelles activités économiques. Et tout ça fait que ce lieu est un peu particulier et qu'il a une grande richesse. Un lieu de collaboration. Je disais en introduction, Guy Benaroche, que Marseille avait été une terre d'accueil pour vous aussi, parce que vous êtes né en Algérie, et ça c'est une vraie caractéristique de cette ville. La diversité des origines, la diversité des cultures, la diversité des parcours. Est-ce que tout cela est un atout économique pour Marseille ? Bien entendu, au départ, on se dit toute cette diversité qui a toujours existé, la ville de Marseille, Massilia, Fosse, Fossé, etc. Bon. Mais cette ville-là a toujours été un centre parce qu'elle est tournée vers la mer et que beaucoup de gens arrivent ici. Et c'est une richesse culturelle au départ, bien entendu. C'est-à-dire qu'au sein de la ville de Marseille, il n'y a pas des quartiers isolés qui sont plutôt communautaristes, comme voilà. Mais tout se mêle au milieu de la ville, y compris les secteurs les plus pauvres de la ville, qui sont au centre-ville pour certains, comme le 2e ou 3e arrondissement de Marseille. Et donc ça, c'est une vraie richesse culturelle et elle débouche sur une vraie richesse économique parce que ces gens-là, forcément, s'enrichissent les uns des autres dans leurs activités et que ça permet ici d'avoir toujours une sorte de laboratoire de nouvelles choses. Et chacun apporte son savoir-faire. Absolument. À un moment de votre carrière, Guy Benaroche, je crois que vous avez travaillé dans la vente d'équipements de bateaux. Ouais. Et c'est vrai que le transport maritime est central ici, j'imagine, et notamment en termes d'emploi. Oui, parce qu'on est dans un grand port, le deuxième en fait, port européen, on va dire, à Marseille. Mais en dehors de ça, cette ville-là, elle accueille aussi maintenant beaucoup de touristes, avec aussi les problèmes que ça peut poser avec les grands bateaux de croisière, qui sont quand même un vrai problème. Voilà. Et puis, la ville de Marseille, elle est bien entendu, elle a toujours été tournée vers le sud, vers la mer et vers le sud. C'est un grand centre de transit de marchandises avec tous les problèmes que ça peut poser au niveau de la mondialisation, bien sûr. Et est-ce que Marseille et sa métropole ne captent pas toute l'activité économique ? Est-ce que ça ne fait pas d'ombre à tout le reste du territoire ? Moi, je ne dirais pas les choses comme ça. D'accord. En fait, dans le reste du territoire, il y a d'autres richesses. La Camargue, c'est aussi une richesse fantastique, en fait. C'est un lieu particulier. Voilà. Après, l'activité économique essentielle, elle est effectivement concentrée sur Marseille. Guy Benaroche, le principe de cette émission, c'est d'aller vers des entrepreneurs peu connus et qui pourtant participent activement au tissu économique local. Et puisque vous êtes sénateur écologiste, on a eu envie de commencer par une entreprise qui cultive des plantes dans un environnement très vertueux, sans pesticides et avec le moins d'eau possible. Celui qui en a eu l'idée, c'est Pascal Thomas. Il est ingénieur et quand son père, exploitant agricole, a développé la maladie de Parkinson, selon lui à cause de produits phytosanitaires, il en a fait son combat. Cela donne une usine d'un nouveau genre qui se trouve à Tarascon, à une centaine de kilomètres de Marseille. On y va. Hello. Le grand jeu de nos ingénieurs agro. Seulement une moitié. Mon père était exploitant ici jusqu'à son décès et moi j'ai vécu là et j'y suis né. Et c'est vrai que ça a été un moment aussi intéressant de pouvoir mettre dans un bâtiment du XVIIe des systèmes qui sont un peu plus du XXIe siècle.
Donc ça ici, on va être dans la salle qui va servir pour faire du repiquage. Donc le principe, c'est d'avoir un mélangeur de terreau. Donc ça nous permet d'avoir la bonne humidité dans ce terreau. Principalement ici, on alimente la ligne en matière première. On lui met des bacs, des chapeaux, des jeunes plants. Et à la fin, on a un bac avec plein de plants qui est prêt à être chargé dans nos machines pour aller en phase de croissance. Une fois sorti de la machine, ce qu'on veut, c'est que le lot il soit chargé le plus rapidement possible pour pouvoir démarrer la recette et minimiser le temps où la plante elle reçoit pas d'eau ni de lumière. Donc maintenant que le système a été rempli, on va demander au robot de venir la récupérer. Donc lui, il est complètement autonome, donc il est guidé par des lasers. On lui a dit quelle est l'origine, quelle est sa destination, et à partir de là, il sait piloter l'ouverture des portes, il va aller se charger automatiquement. Donc là, il y a vraiment une automatisation complète. Ce qu'on voulait, c'était faire en sorte que sur des tâches qui nécessitent beaucoup de précision et fréquentes, on est plus à l'aise de le faire avec un robot que de le faire avec un humain. Parce qu'on va poser 850 kg sur un connecteur qui fait 8 cm de long et qui est relativement fragile. Donc il faut qu'on ne casse pas le connecteur à chaque fois. Donc là, il y a 36 systèmes de culture. Là, on voit qu'il y a des basiliques qui ont été transplantés très récemment, donc ils sont encore tout petits. Là, on va arriver dans un système qui a une maturité d'une semaine supplémentaire. On voit qu'il y a déjà pas mal de changements sur la plante. Elle est en train vraiment d'avoir sa taille normale. Et puis, on va arriver sur des systèmes qui ont une semaine de plus. On voit qu'il est bientôt à maturité, lui. Très forte densité des plants. Et on va retrouver ça en supermarché dans les rayons frais. Donc là, on est devant un système de culture qui est rempli d'arnica. Donc lui, on travaille pour l'industrie pharmaceutique qui cherche justement à avoir ces principes actifs de l'arnica. Donc ça, c'est encore à l'état d'essai et on est en train de mettre au point tout le processus qui permet de le rendre industriel. La roue, pour rentrer un peu plus en détail, c'est une lumière centrale. L'intérêt, c'est qu'on va mettre 4 fois moins de lumière par rapport à un système tout à plat. La roue tourne en à peu près 50 minutes. On va pouvoir comme ça passer devant la rampe d'irrigation et on ne va injecter que les quelques gouttes nécessaires pour les 50 prochaines minutes. Donc nous, on a fait le choix de dire oui, on consomme de l'électricité, mais en contrepartie, on ne va pas consommer d'eau, ou très peu, ce qui fait que l'équation globalement reste quand même assez favorable. Les prix aujourd'hui demandés aux différents producteurs, en particulier aux producteurs français, font que on doit être au même niveau que les producteurs marocains ou égyptiens ou kenyans, ce qui, étant donné les différences de marché extraordinaires en termes de coûts de la manœuvre et ainsi de suite, rend le système quasiment impossible à rentabiliser, y compris dans les méthodes classiques. Donc on importe de plus en plus, on le voit, les importations de fruits et légumes sont à plus de 50% en France, et on continue à augmenter ces importations. C'est un véritable sujet de souveraineté. Cette souveraineté, aujourd'hui, on ne l'atteint pas, bien au contraire, on est en train de la perdre petit à petit. Deux problématiques importantes dans ce témoignage de Pascal Thomas, je trouve, écologique et économique. On va commencer par l'écologique. Très peu d'eau utilisée pour cultiver les plantes et pas de pesticides du tout. Dans un monde où l'eau va se raréfier, j'ai l'impression qu'il a tout compris, non? C'est deux problèmes considérables de l'agriculture en général, du développement agricole tel qu'on l'a connu depuis 2 années, qui sont un peu résolus en partie, en fait. Très peu d'eau, et on sait que c'est un problème fondamental des années qui viennent, et pas de pesticides, alors là... Et puis, moins de consommation de terre aussi. Ouais. C'est pas négligeable. Ouais. Alors Pascal Thomas nous dit aussi que notre souveraineté alimentaire étant très fragile et qu'on dépend trop de l'importation, son entreprise est aussi utile pour cela. Il faut produire local pour plusieurs raisons. Bien sûr, c'est moins d'empreinte carbone, moins de déplacement des marchandises, plus de traçabilité. Et puis aussi parce qu'il faut avoir une certaine indépendance, une certaine autarcie, sans parler d'autarcie à 100%. Locale, qui permettent en fait de faire qu'on sait ce qu'on va consommer, parce que c'est vertueux à tous les niveaux. En plus, il faut qu'elle soit contrôlée aussi, parce qu'on peut la contrôler, nous, à l'intérieur de nos frontières. Donc je dirais, il faut non seulement que ce soit local,
mais en plus, il faut que ce soit bio. Il y a un marché dont on ne parle jamais, qui se trouve à Marseille, qui est le deuxième plus gros marché de France après Rungis. C'est le marché d'intérêt national, marché Marseille-Méditerranée. On sait s'il y a un effort qui est fait justement en termes de marchandises locales, éco-responsables? Alors, oui, mais vous savez, on se heurte certaines fois, alors aussi bien au niveau du marché qu'au niveau de l'approvisionnement, par exemple, vous savez, de toutes les restaurations collectives. Les restaurations collectives, c'est important pour toutes les écoles, les foyers de personnes âgées, etc. Et en fait, on n'en est pas quand même au stade où on arriverait aujourd'hui à pouvoir tous ces besoins avec une production locale et une production bio. Mais ça doit être dans ce sens-là que nous allons. Alors, le fait de récupérer une agriculture locale, urbaine, avec ce projet-là, va dans ce sens, il contribue. C'est un complément, surtout urbain. Guy Benaroche vous propose de changer complètement d'univers et de nous intéresser à la fabrication d'un objet mythique à Marseille. On ne pouvait pas venir ici et ne pas en parler. C'est évidemment la boule de pétanque, parce qu'avant de tirer ou de pointer, comme on dit, il faut être bien équipé. Hervé Roffrich va nous montrer comment il fait. Il perpétue un savoir-faire familial qui se transmet depuis, tenez-vous bien, 4 générations. La Boule Bleue est la plus ancienne fabrique de boules de pétanque au monde. C'est une véritable institution implantée dans le quartier du Panier, à Marseille, très connue. Toute fabriquée à la main, en respectant les normes officielles. D'ailleurs, il aimerait bien que la pétanque soit reconnue comme patrimoine culturel immatériel. Vous nous direz tout à l'heure si c'est une bonne idée. D'abord, présentation. Alors, le quartier du Panier, c'est le berceau de Marseille, mais c'est devenu aujourd'hui un quartier très touristique. J'en veux pour preuve des croisières, on en croise là, voilà. Parce que c'est un quartier village en fait. Ici au Panier, tu n'as pas l'impression d'être dans la deuxième ville de France. Nous voici au boulodrome de la cathédrale La Major. Ça tombe bien, il y a du monde qui joue. Deuxième, c'est à eux. Oh là là! Alors là, les boules qui brillent, c'est pas les boules de la boule bleue, hein. C'est la boule loisir, qu'on appelle vulgairement les boules de camping, ou boules à touristes. Non, il a fait... Ici, c'est l'atelier de fabrication artisanale de nos belles boules. Aujourd'hui, les premières phases de nos boules sont externalisées. Et donc, le forgeage, l'emboutissage des coquilles, leur assemblage par soudure sont réalisés par notre sous-traitant en Haute-Loire. Ça, c'est une opération très méticuleuse où il faut être très précis. Le striage, là où on fait des traits sur les boules, les dessins. Et là, on peut voir que Manu... il se cale bien, il se centre bien, parce que là, il faut maîtriser les angles. Pour des boules compétition, il y a besoin de maîtriser ces boules pour être performant. Et des boules striées vont favoriser l'accroche en main et au sol, les pointeurs en raffolent. Et voilà, et ma gravure, bien centrée au milieu. Là, normalement, je dois repeser ma boule pour que j'ai un poids minimum de 700 dessus. Et voilà, j'ai 700 pile poil. Alors, mon travail consiste à poinçonner les boules, c'est-à-dire mettre la marque, la matière, le poids. Il y a une force à exercer, donc si on met trop de force, on peut faire des plats. Et les plats, c'est à éviter. Donc, il faut vraiment une justesse au niveau de l'exécution de la frappe. C'est Marseille. Après avoir façonné les boules, il faut les durcir pour qu'elles aient une bonne longévité. Donc, je renvoie les boules dans le four. C'est reparti pour une demi-heure de cuissette. Alors on les sort une par une et on le met dans les bacs de trempe pour créer un choc thermique. un corps chaud aux molécules dilatées, quand on le saisit dans un bain froid, ça rétracte les molécules les unes sur les autres et c'est ce qui donne la dureté aux boules.
Nous voici à la Maison de la Boule, notre boutique muséale. Et ce sont les Phocéens, les Grecs, donc, qui ont amené les jeux de boules chez nous, en France, en Gaule et en Provence. Et à l'époque, ils jouaient avec des boules en pierre. D'ailleurs, on en voit ici. Je vous invite à regarder un peu l'histoire des boules. Voilà. Bon, bonne visite et bonne fin de croisière. Très bien. Alors, nous sommes labellisés EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Super label qui célèbre l'excellence du savoir-faire français. Mais derrière ça, il n'y a pas grand-chose. Et notamment quand j'ai voulu créer ma boutique muséale, la Maison de la Boule, dans laquelle nous sommes, j'avais demandé s'il existait des aides, des accompagnements pour ça. Et on m'a répondu que ce n'était pas l'objet des EPV. J'espère que ça va évoluer. Alors Hervé Rofritsch, je trouve qu'il a manqué d'aide et d'accompagnement pour ouvrir sa boutique musée, alors que son entreprise est labellisée Entreprise du patrimoine vivant. Là, ça questionne ce qu'on appelle le label EPV, dont beaucoup d'artisans et d'entrepreneurs nous parlent d'ailleurs dans cette émission. Pourquoi est-il si important ce label et qu'est-ce qu'il apporte ? Économiquement, il est très important. Alors, d'abord, c'est une reconnaissance, effectivement. Enfin, c'est une reconnaissance, en tout cas, dans la profession et pour les gens qui vont être amenés à travailler avec cette profession. Parce que ce label-là, il permet, par exemple, financièrement, d'avoir des aides. Oui, pour la masse salariale, hein, dit-il. Pour la masse salariale, ça permet d'avoir des subventions, ça permet d'avoir des aides européennes, ça permet, enfin, ce sont des spécificités, des savoir-faire qui sont assez fins et qu'on ne retrouve pas, qu'on ne peut pas industrialiser. Voilà. Mais pas d'aide sur le bâtiment. Non, il n'y a pas d'aide sur le bâtiment, ça pourrait. Alors, ça devrait changer. Ça devrait changer. Ouais. Il faudrait que ça change. Après, on n'est pas dans une période où les aides vont augmenter. Il y a une autre reconnaissance que souhaiterait Hervé Rofritsch, c'est que la pétanque soit reconnue patrimoine culturel immatériel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce serait une bonne idée, non ? C'est une excellente idée pour les Marseillais. C'est une institution. Ben oui, c'est une institution. Et puis, et qui ne nous connaît pas pour la pétanque aussi, quelque part ? C'est un grand oui. C'est un grand oui. Alors, soutenons ça. Et puis, vous tirez ou vous pointez, vous ? Alors, moi, je ne tire jamais. Moi, je pointe tout le temps. C'est vrai, moi aussi. Guy Benaroche, c'est le moment de nous faire partager votre entreprise coup de cœur. C'est un des rituels de cette émission. Vous avez choisi de nous parler de la VARAP. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Alors, la VARAP, en fait, c'est une des plus grandes entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. L'économie sociale et solidaire, c'est un modèle économique aujourd'hui qui est différent par la gouvernance et par aussi les gens qui détiennent la société, les actions, etc. Et par le fait aussi qu'elle ne distribue pas des dividendes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profit distribué sous forme de dividendes, mais que c'est tout réinvesti et que tout va aux salariés et au réinvestissement d'entreprise. Ah oui. Ce modèle d'économie, il est reconnu, il existe. Il représente aujourd'hui 12 à 14% de l'activité économique française. C'est pas rien. C'est pas rien. Et les aides qui sont données de tout type, aide fiscale, aide financière, aide administrative, par l'État à l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, elle est de 2, même pas de 2%. Et sincèrement, pourquoi ne pas l'aider au moins au même niveau que l'économie un gros coup de cœur, donc, oui, qui vient vraiment du cœur. On va parler maintenant d'un autre trésor local. Je veux parler des santons de Provence. Leur fabrication est un art ancestral et on a choisi les ateliers Marcel Carbonel pour illustrer ce savoir-faire précieux que vous avez l'air de connaître. Marseillais. Parler. Marseillais aussi. Ils sont une référence dans la région et ils possèdent la plus importante collection de santons de Provence. Baptiste Vitali a repris la direction avec son frère il y a quelques années. Il nous explique comment tout cela fonctionne et il est à Marseille. Vous avez raison. On est vraiment dans le vieux Marseille, puisque c'est une abbaye qui date du Haut Moyen-Âge. Tous les ans, nous organisons une bénédiction de nos santons, de nos ateliers et du personnel. Et ça démarre par une messe à Saint-Victor. Et maintenant, je vais bénir Carbonel en premier, puis les autres. Donc là, on arrive du coup dans notre atelier, mais qui fait également boutique. Alors, Santon de Provence, c'est un produit vraiment très particulier qui a été notamment popularisé après la Révolution française, où les Provençaux, en réaction à l'interdiction des messes de minuit sous la Deuxième République de Robespierre, se sont amusés
à créer en argile, donc en terre, des personnages de leur village, le boulanger, le meunier, le berger, le poissonnier, le pêcheur, etc., se dirigeant vers une crèche. Et derrière, la tradition est née. Un des caractères particuliers de Carbonel, c'est la couleur. Si vous voulez, si on prend ce garde champêtre, hein, on voit bien la puissance de cette couleur. Ce rendu-là, il est particulier à Carbonel parce qu'on crée nos couleurs. Ce sont des gouaches, ce n'est pas de l'acrylique, ce n'est pas de l'huile, ce sont des peintures ultra pigmentées qu'on fabrique à l'atelier. Donc notre atelier, donc toujours derrière la boutique, donc par exemple nous avons Olivier hein, qui est décorateur et qui est en train de décorer des puniches avec vous savez, avec un seau à l'intérieur pour c'est ce qu'on appelle un puniche. Quoi. Dans le brou de noir là, qui est en train d'être passé, c'est une sous-couche qui va faire ressortir les détails et également donner un petit peu un aspect vieilli après. Hein, Tout à fait. Alors là, je suis en train de fabriquer une gouache. Nous fabriquons nous-mêmes nos gouaches, en fait, qui est faite à base de pigments et de colle qui est fabriquée avec de la gomme arabique. Alors voilà mon mélange. Je le coule dans les cylindres pour que le pigment soit broyé. Il ne faut plus que ça fasse de granules. Ça se verrait directement sur un santon. Et à la fin, on obtient ça, notre verre de chrome, qui est vraiment nickel. C'est ce qui fait notre renommée. Là, on va prendre un moule de roi noir qu'on va mouler. C'est des vieux moules, c'est M. Carbonel qui les a créés. Alors, on prend de l'argile, un petit boudin. On appelle ça dans le jargon des santons une carotte. Je moule en premier le nez et je l'étale en appuyant bien fort. Je lisse pour les détails du dos. Je vais le mettre sur la presse. Je vois mon moule bien fermé sur les côtés, tout autour. Il n'y a pas d'espace. On racle d'un côté et après de l'autre. Et voilà. J'enlève le surplus. L'étape suivante, c'est une fois sorti du moule, on doit ébarber. Enlever ce surplus-là. Une fois ébarbé, on nettoie avec un pinceau et de l'eau. Et s'il y a des aspérités, on les gomme. Des petites imperfections, ça dépend. On peut revoir le senton. Si on l'a mal moulé, on peut le rectifier. On est sur des produits à petit prix, alors que c'est des petites œuvres d'art et qu'elles se vendent autour de 20 € TTC. On aimerait plus embaucher, on aimerait dans certains cas pouvoir augmenter certaines personnes, etc. Mais vraiment, on a un énorme frein sur le coût du travail. Et je pense qu'un dispositif très ciblé sur ce type de métier, vraiment en voie de disparition, pour exonérer tout ou partie des charges sociales pesant sur le travail, eh ben, ça serait vraiment intéressant pour les entreprises comme la nôtre. Voilà une question très précise, Guy Benaroche, de la part de Baptiste Vitali. Et si on exonérait de charges les entrepreneurs sur des métiers ciblés, ceux qui sont en voie de disparition et qui perpétuent des savoir-faire? C'est une des possibilités, effectivement, qui peut exister pour les aider. Alors, les charges, en fait, sont des cotisations, en fait, dans la réalité. Hein, mais on pourrait exonérer certaines entreprises. Ben oui, il a du mal à embaucher, il ne peut pas augmenter ses salariés. Ben oui, mais je comprends ça. Ouais. Mais il faut trouver des ressources ailleurs. Donc, en fait, alors moi, je sais très bien, je vais vous dire où c'est qu'il faut aller les prendre. Hein, voilà. Et ben, la taxe Zuckman, par exemple, vous voyez, il faut aller chercher. C'est les gens qui ont plus de X milliards de patrimoine et on ne veut pas leur prendre 0,02. Et ça ne les jette pas dans la réalité. Et on nous explique qu'ils vont partir à l'autre bout du monde. Mais ils vont partir à l'autre bout du monde, non. Ils sont aussi patriotes normalement que vous et moi. La fabrication artisanale de santons, ça fait quand même rayonner toute la région. Hein. Baptiste Vitali vend 100 000 santons par an dans le monde entier. L'image d'un département se joue aussi là-dessus, sur ces entrepreneurs. Absolument. Ouais. Et il y a un certain nombre de santonniers, c'est vraiment un métier d'art qui est perpétué avec un savoir-faire spécifique. Et on ne retrouve ça nulle part ailleurs. C'est-à-dire que toutes les crèches
si c'est des vrais 100 ans et pas des trucs en plastique achetés en Chine et qu'on peut apporter ici, Là, c'est pas alors le cas. qu'on ne devrait pas. Et ça se situe en Provence. Et donc, c'est quand même quelque chose de particulier. Il y a une grande fierté locale. Un dernier petit rituel avant de se quitter, Guy Benaroche. Si vous deviez nous donner 3 bonnes raisons de venir nous installer ici dans les Bouches-du-Rhône, quelles seraient ces raisons? Alors là, écoutez, je vous dirais, ne venez pas vivre dans les Bouches-du-Rhône parce que déjà... C'est bien la première vous savez fois qu'on pourquoi a je droit vous à dis cette ça, en fait. réponse, Non, ça paraît absurde. Oui, il faut venir dans Mais- les Bouches-du-Rhône, bien sûr, pour des tas de raisons, par la richesse culturelle, par la richesse aussi de la nature ici, qui est vraiment très diversifiée. C'est une très belle région. Et quand je vous dis qu'il ne faut pas venir, parce qu'en fait, il ne faut pas perdre toutes les raisons que je viens d'exprimer, qui sont celles qui vous font avoir envie de venir à Marseille. Il ne faut pas les perdre. Et alors, il y a 2 grands outils de mixité à Marseille. C'est le fait que les gens peuvent vivre au milieu de la ville tout en étant des quartiers pauvres. Et le deuxième, c'est l'OM. On n'a pas parlé de l'OM, mais l'OM, c'est un outil de mixité sociale. Et après, donc, quand on enlève ces outils de mixité, celui de l'habitat est important. Quand on rénove l'habitat, mais qu'on le réhabilite et que ça oblige les gens qui vivaient au centre-ville à aller vivre en périphérie pour faire la place à des gens qui arrivent de l'extérieur, qui travaillent à l'extérieur, y compris à Paris, et qui ensuite viennent ici vivre le week-end, je dis là, il faut faire attention. D'accord. Bon, le message est passé, c'est intéressant. Vous êtes le premier à nous dire cela. Merci Guy Benaroche de nous avoir accueillis sur vos terres. Merci aussi aux équipes du Tiers Lab des Transitions qui a accueilli ce tournage. Et puis émission à retrouver, vous le savez maintenant, en replay sur notre plateforme publicsena.fr. À très vite, merci beaucoup.